Aujourd'hui, on est très content de recevoir le créateur d'un outil assez révolutionnaire de génération d'environnement 3D et de storytelling. Ça s'appelle Menhir et ça va permettre à n'importe qui de générer en quelques clics son univers de rêve sans avoir de compétences en dev. C'est d'abord un outil de RPG, de jeux vidéo pour créer des villages et des donjons entiers en un clic. Mais en fait, le potentiel d'un outil comme Menhir avec l'intelligence artificielle va bien au-delà du jeu vidéo. Un autre aspect dont on va parler, c'est les coulisses du succès fulgurant qu'ils ont eu sur Kickstarter et pourquoi il n'est pas du tout dû au hasard. Et pour ceux qui voudraient soutenir ce beau projet et accéder à la bêta privée, on a mis un lien dans la description. Quand tu m'as parlé de ton projet, je me suis dit « Waouh, la dinguerie du truc !» L'idée, c'est de pouvoir faire de la génération vachement poussée, d'environnements complets, c'est ça, comme de jeux vidéo, mais qui n'ont pas été bossés pendant des mois par une boîte de jeux vidéo, comme c'est le cas la plupart du temps aujourd'hui, mais qui seraient générés dynamiquement sous nos yeux. Ouais, en gros, ça rejoint, enfin, c'est deux choses. C'est de la génération procédurale pour que ce soit rapide à faire, qu'en gros, on a une première version rapide. Et la partie qui est en plus complexe par rapport à ça, c'est en gros de pouvoir tout modifier après, d'aller pouvoir changer le brin d'herbe, d'aller pouvoir changer l'arbre, etc. C'est-à-dire que l'utilisateur, sans compétences particulières, doit pouvoir rentrer dans l'outil super facilement, générer un monde, changer un arbre, rajouter des objets, etc. et pouvoir jouer dedans ou faire n'importe quoi dedans, en fait, on s'en fiche, tant qu'il s'éclate dedans. Ouais. C'est le but. Du coup, c'est sur Unreal Engine, mais c'est toute la partie procédurale déjà, et quand on fait du procédural réaliste pour qu'il soit à la fois beau, parce que du coup, on essaie d'avoir une cohérence visuelle pour que tout soit instantanément stylé. Et qui en plus est dynamique par rapport à la météo, qu'on puisse faire pleuvoir, qu'on puisse mettre de la neige, qu'on puisse mettre du vent, que quand on met du vent, les feuilles elles bougent, quand on met de la neige, les feuilles elles bougent dans la neige. Et tout ça, en fait, ça demande beaucoup de couches. Et on est en train d'avancer sur ce projet-là. On fait pas un jeu, on fait vraiment un outil. Et en fait, cet outil-là a plein de développements possibles. Et du coup, on a pris le parti pris du jeu de rôle. Mais évidemment, ça s'étend très vite à plein de jeux, à plein d'autres choses. Parce qu'à partir du moment où je peux générer un décor photoréaliste, alors déjà ce qu'on appelle le wargame, dans tout ce qui va être les figurines, les jeux de petits soldats entre guillemets, ou les Warhammer ou ce genre de choses, ça va très vite aller dans ce genre de catégorie. Après, on peut même avoir tout ce qui va être, je sais pas, par exemple, même pour l'armée, par exemple, j'imagine qu'ils n'ont pas de simulateur photoréaliste où ils appuient sur un bouton, ils ont un nouveau décor sous la neige, from scratch, qu'ils peuvent mettre en VR, par exemple, et simuler dedans. Je pense qu'ils n'ont pas forcément ce genre d'outils parce que c'est des technologies qui demandent des compétences liées au milieu du jeu vidéo, que en fait, eux, j'imagine, ils n'ont pas forcément. Alors, je sous-estime pas du tout l'armée, mais c'est dans le sens de... c'est tellement spécifique que du coup, il y a des chances qu'ils n'aient pas ce genre de choses. Et en fait, on peut très vite étendre à beaucoup de sujets. Le projet est plutôt généreux puisque n'importe qui peut, à terme, en tout cas, générer son propre monde, etc. Ouais, en gros, nous, vu qu'on est des joueurs de jeux de rôle, etc., on voulait faire un jeu qu'on voulait jouer, qu'on voulait construire, etc. Et le truc le plus important à nos yeux, c'est la partie communautaire où, en gros, il faut que les gens puissent créer des histoires à l'intérieur, s'échanger des histoires et qu'ils puissent créer des mondes et s'échanger des mondes entre eux. Et ça, c'est une des parties qui est les plus complexes de Menhir, parce que du coup, non seulement il faut qu'ils puissent générer tout, mais il faut qu'ils puissent se l'échanger. Oui. C'est le côté modulaire et plateforme d'échange, en fait. Exactement. Qui rend tout le truc fou. Et le truc, c'est que générer un monde de cette qualité-là, si on ne fait pas des choix, en fait, ça fait vite des terras en fait, de data. Et en fait, il faut des solutions techniques particulières pour pouvoir s'échanger ça rapidement, etc. J'ai du mal à voir comment c'est possible. Déjà, une grosse partie de la data, par exemple, là, on voit des donjons à l'image. La génération des donjons, par exemple, c'est pas... Quand on va l'échanger avec quelqu'un, un donjon, ça va pas être asset par asset, ça va être d'abord une seed qui va être envoyée de voilà, c'est ça le donjon qu'on a généré, du coup on va le régénérer en local pour que les gens puissent l'échanger, et après on va juste s'envoyer les modifications qu'on a fait. Mais en fait, si on n'a rien modifié, le fichier pèse pas, parce que du coup on n'envoie que la seed en fait. Justement, si on en revient à l'origine du projet, c'est un projet que tu as fait financer sur Kickstarter, où vous avez récolté 600 000 €, ce qui est quand même pas rien. Pas mal, ouais. Et justement, je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu l'envers du décor. Pourquoi est-ce que toi tu décides de mettre ça sur Kickstarter? Et comment ça se passe quand tu te réveilles un matin, tu te dis ok, j'aimerais récolter énormément d'argent sur cette plateforme. Comment c'est possible? Alors, il y a plein de choses. Déjà, il faut imaginer que la question d'origine, c'est comment on finance ce projet-là. Kickstarter n'est qu'un des moyens de financer. Il y a plein d'autres moyens. Au tout départ, c'était pas censé être un gros projet. On était parti c'était censé être un tout petit projet. Ça devait être juste des décors qu'on affiche en VR. On mettait le casque et en gros, on faisait une partie un peu... vous voyez un peu le loup-garou. Vous êtes autour d'une table et en fait, dans le loup-garou, vous avez une forêt qui apparaît quand vous faites... En gros, vous jouez dans une forêt et du coup, ça vous met dans l'ambiance. Et ça, en fait, c'est très simple à faire. Honnêtement, c'est vraiment super simple.
Et du coup, on est parti de là. Puis après, on s'est dit, ce serait cool quand même de faire un peu plus ça, un peu plus ça, un peu ça. Et en fait, les années passant là-dessus, en fait, le projet s'est ultra complexifié. Et du coup, au début, il devait pas coûter beaucoup d'argent. Donc, j'avais prévu de l'auto-financer. C'est-à-dire que c'était censé être le studio qui payait, qui allait le financer et on allait le tester. Et le premier choix qu'on a fait, en fait, c'est moi, j'étais en contact avec un investisseur, en gros, et ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. Et en fait, la relation, en gros, on est arrivé jusqu'au stade des négociations de parts, etc. Et à ce moment-là, ça l'a pas fait. Ça a été une grosse déception à ce moment-là, en mode, bon, bah, on repart à zéro. En fait, le projet va pas décoller, on va pas y arriver comme ça. Et après, du coup, on a dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pile à ce moment-là, du coup, je me suis associé avec 2 autres personnes. Et du coup, Kickstarter a été une des possibilités. Notamment, je le conseille pas à tout le monde, c'est parce que nous, notre niche est accessible sur Kickstarter. Le RPG, c'est facile sur Kickstarter. Enfin, c'est facile. Il y a beaucoup de gens, il y a du monde, il y a des jeux de rôle, il y a des gens dessus. Et on avait une grosse volonté de vouloir rester indépendant parce qu'on avait une vision long terme du truc en se disant, il faut qu'on le fasse et qu'on reste indépendant le plus longtemps possible. La structure étant stable, on continue, on va essayer comme ça. Donc, Kickstarter, pour nous, c'était le bon plan. Et alors, comment tu fais? Parce qu'à ce moment-là, personne te connaît. Comment tu fais pour, exactement, de zéro, te faire connaître? Les gens qui arrivent de nulle part et qui créent un projet ont beaucoup plus de mal à décoller parce qu'en fait, ils sont pas crédibles, en gros, tout simplement. Et en fait, le fait d'être youtubeur, par exemple, ou le fait de machin, il y a beaucoup de youtubeurs qui financent des projets comme ça, etc. Parce que ils sont publics, donc les gens leur font confiance, donc les gens acceptent de mettre de l'argent. Nous, on n'existait pas sur Internet quasiment. Enfin, on avait un site web que moi je partageais dans la communauté du jeu vidéo, mais en fait, personne publiquement nous connaissait 6 mois avant qu'on annonce quoi que ce soit. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle une pré-campagne. Donc, en gros, c'est 3 mois avant le lancement, on a commencé à communiquer sur Mania. Le but étant de récupérer le plus de mails possible. Ok. Parce qu'en gros, une campagne Kickstarter, globalement, si elle est bien faite et que tout se passe bien, ne peut pas échouer. C'est très improbable, je ne vais pas dire impossible. C'est très improbable qu'elle échoue si elle est bien menée, parce qu'en fait, il y a des mécaniques. Par exemple, en fonction du nombre de mails qu'on a, on sait mécaniquement combien ça va faire en argent à la fin. C'est ouf que ce soit aussi prédictible, parce que de l'extérieur, tu te dis... Selon le produit, en plus. C'est aléatoire, genre tu te dis, le projet, il a une chance sur 2, ça va passer, ça va pas passer. En général, ce qu'on dit, par exemple, c'est qu'il faut investir 10% de la campagne en frais de communication. Donc, par exemple, si on vise 500 000 €, faut investir 50 000 € de communication. Donc, juste en publicité, en ad sur les réseaux. Faut déjà les trouver, les 50K. Faut déjà les trouver, évidemment. Comme je disais, nous, on est une société à l'origine, donc en fait, c'était de l'argent de la société. C'est pas un frais personnel. Après, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a payé une société qui fait justement du service pour conseiller et pour aider les gens à monter des campagnes Kickstarter. Il y a des boîtes qui se sont spécialisées. Exactement. Eux, d'ailleurs, c'est très rigolo. Les plus grosses boîtes de ça, par exemple, ne te contactent que quand ta campagne a déjà du succès. Nous, du coup, on a travaillé avec 2 sociétés comme ça. Et pour donner une idée, pour donner un peu des chiffres, sur les 600 000 €, du coup, à la fin, il y en a 100 000 qui ont directement été enlevés quasiment à la sortie du Kickstarter. Donc, c'est quand même une grosse somme, qui est payer tous les prestataires, payer les pubs, tous les défauts de paiement, parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre... En fait, sur Kickstarter, tu peux payer, mais en fait, Kickstarter débite pas au moment où la personne paye. Elle débite à la fin de la campagne. Et donc, il y a plein de défauts de paiement à ce moment-là. De gens qui n'ont plus de carte bleue, la carte bleue est bloquée. Donc toi, tu peux croire que tu as levé tant d'argent et en fait, il y en a qui n'existent pas. J'ai plus en tête exactement le pourcentage, mais c'est genre peut-être 7% des gens qui ont des défauts de carte bleue d'un mois sur l'autre. Et du coup, 7% sur une campagne, mettons, à demain 2 millions, parce qu'il y en a, 7%, c'est gros quand même. Ça fait des beaux pourcentages. Et donc toi, entre tout ça, les prestataires et la plateforme, elle te coûte la plateforme qui prend, pareil, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de 10% dans ces eaux-là. Donc toi, tu as 100 000 €. Il y a 100 000 € qui partent. Disparaît. Et du coup, c'est ça en gros le prix de la campagne déjà. Évidemment, si la campagne a eu moins de succès, on aurait eu moins de frais aussi. C'est-à-dire que ça scale, on aurait fait 1 million, on aurait eu le double, on aurait eu 2 fois plus de frais, etc. On va parler de cet aspect un petit peu d'arnaque ou des projets qui voient jamais le jour, etc. Juste avant, je voulais qu'on parle d'un truc, une spécificité de Kickstarter, qui est cette notion de palier, où en gros, tu peux être financé, mais quand même vouloir lever plus d'argent pour faire plus de choses. Les gens connaissent déjà un peu ce principe, mais je pense que tout le monde se pose la question de comment tu décides ça. Genre, c'est eux qui t'imposent des paliers ou toi, tu fais au pif comme ça? Le palier qu'on demande, en fait, n'est pas le réel palier qu'on a besoin, pour plein de raisons. La première, c'est il faut que la campagne soit dynamique, qu'elle soit vivante. C'est-à-dire que si ton résultat, tu le fais le dernier jour de la campagne, en gros, pendant toute la campagne, il ne se passe rien. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est en 48 heures, au moins, et si ce n'est en 24, avoir réussi ton objectif. Il faut faire ça. Parce que si tu n'as pas ça, du coup, tu n'as pas les algorithmes qui marchent, qu'on disait, et tu n'as pas les projets qui décollent, et du coup, tu n'as pas les boîtes qui te contactent, etc. Et du coup, c'est tout un
toute une machine qui se met Tu pas es en en place. train de dire que ça se joue entre 24 heures et 48 Totalement. heures suivant le lancement. Et Ah ouais. on pourra regarder le schéma, j'avais mais en cru gros, que c'était- et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des stats. En gros, les Kickstarter font une espèce de courbe comme ça. Genre, la moitié du business Ah oui, au fait les début. 2 premiers jours Ouais. et les 2 derniers. C'est genre Ok, c'est pour ouais. faire ça. Et un des systèmes qu'ont mis Kickstarter en place pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les stretch goals. Donc, en gros, c'est à chaque fois qu'on atteint un certain score, ça débloque des nouveaux éléments de l'outil, du jeu, etc. Et du coup, le but, c'est d'avoir les trucs les plus intéressants possibles où les gens se disent il faut absolument qu'on arrive à débloquer Oui. ça, comme ça on l'aura dans le jeu, ça va être trop bien. Bah oui, etc. évidemment. Le but, c'est d'en débloquer régulièrement dans la campagne. C'est-à-dire qu'il faut que ça pète souvent pour qu'en gros, nous, on puisse faire une annonce sur Facebook, une annonce sur machin, de la pub, Ouais. troisième Notamment, stretch goal ouais. qui a été pété, c'est super, merci les gars, etc. Et en fait, ça, c'est de la communication. Et du coup, ça, il faut que ça arrive, genre, pendant les 30 jours, il faut que ça arrive régulièrement. On a débloqué jusqu'à, du coup, 1 demi-million. Le seul qu'on n'a pas débloqué, qui restera un mystère, c'est celui à 1 million. Et un truc qui est très rigolo, c'est qu'en fait, dans les campagnes Kickstarter, l'argent appelle l'argent. Dans le sens où, moins t'as de succès, moins t'as de succès. Ouais. Donc, c'est-à-dire, Ouais. quelqu'un qui est à 10 000 euros, en fait, les gens vont dire, je vais pas miser parce qu'en fait, le projet Ouais, décollera pas, Ouais, donc je vais pas y évidemment, aller. ouais. Et on a eu L'effet beaucoup boule de cet neige, effet-là. ouais. Voilà, on a eu beaucoup cet effet-là parce que les gens ont vu qu'on avait un gros projet. Je veux dire, notre vidéo de Kickstarter, on voit que ça coûte cher. Je veux dire, et encore, on n'a pas tout présenté ce qu'on avait prévu de faire, etc. Mais on voit que le projet va coûter cher Ouais. et on demande que 45 000 euros. Ce qui est un petit montant pour un Ouais. jeu vidéo. Je veux dire, Limite louche. exactement. Et du coup, les gens se disent, c'est louche, je mets pas. Ouais. Et ce que je comprends, parce que du coup, ils se disent, c'est sûrement un scam, voilà. Ouais, ouais. Quand on commence à péter les trucs 100 000, 200, 300, 400, 500, en fait, les gens ils disent, mais attends, il faut le faire en fait. Et En genre, mode, là, il se passe quelque chose, quoi. il se passe un truc, je veux pas le rater, et du coup, ça crée un phénomène de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je veux être dedans, il faut Ouais. que je sois là à ce moment-là, parce que c'est enfin, Ouais, c'est Fear un of phénomène de missing groupe, out. quoi. voilà, exactement. Est-ce que tu sais si la plateforme, elle a des manières de réguler un petit peu qui est derrière les projets et est-ce que c'est des arnaques ou pas? Alors c'est pire que ça, c'est non, et elle s'en fiche, elle se dédouane toute responsabilité en mode on n'est pas concerné par ce qui se passe sur la plateforme entre guillemets en termes de si le projet se barre avec l'argent, il se barre avec l'argent. Une fois que tant pis, quoi. l'argent est débloqué, quoi, C'est ça. il peut plus rien faire, quoi. Et le pire, c'est que c'est vraiment dans la catégorie un peu des dons. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas d'obligation légale de fournir le produit. C'est-à-dire que c'est une obligation morale et sociale, etc. Mais il y a. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux ne jamais le sortir, personne va t'attaquer. Enfin, y a pas de. Tu peux ne pas sortir le produit. Honnêtement, je connais aucun produit qui n'est jamais sorti, etc. Ce qui arrive plutôt, c'est que ça sort, mais que c'est pas la promesse, c'est pas le niveau de la promesse. Et ça, c'est un truc que. Je pense que des scams, du coup, il y en a peu, en vrai. Ouais. Pour qu'une campagne ait du succès, et notamment à cause des rumeurs comme ça, il faut engager son image publique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être connu, il faut avoir une structure, il faut avoir des trucs. Et du coup, est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu penses pouvoir amener ton projet à terme, du coup? Est-ce que ça va sortir? Alors, du coup, nous, c'est sûr, ça sort, c'est obligatoire. Le truc, c'est que nous, ça va être un projet qui va être très évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, comment il va sortir donc nous, la bêta sort dans 3 mois, si tout se passe bien. La bêta sera pas la promesse du Kickstarter et il va évoluer pendant les années à venir. Et en gros, nous, on a des années de développement devant. Et c'est pour ça que je disais que c'était difficile de trouver un éditeur, c'est parce que là, on a déjà 3 ans et on va remettre probablement 3 ans avant que le projet soit complet. T'as pas peur que la commu, ils aient une attente le jour J et qu'il y ait une déception C'est tout le risque. Sur cette histoire de livrer à temps, etc., je crois qu'il y a une étude qui montre qu'il y a 84% des projets Kickstarter, en gros, qui sont en retard. En fait, on est Ah obligé de donner des deadlines courtes qui sont potentiellement intenables et de dire après, en fait, on contrôle le damage de la communauté et on expliquera que, en fait, on a fait. Il y a une grosse différence entre si on avait fait 100 000 et qu'on fasse 600 000, ça change l'échelle du projet, en fait. Ça, Tu veux dire qu'en cours La de taille. route, ça peut évoluer, quoi. exactement. Et surtout, ça veut dire qu'à 600 000, notre projet a quand même de très fortes chances d'être périn dans le temps. Et donc, on va investir sur des choses, au lieu de faire des choses vite fait qui marchent maintenant, mais qui vont être difficiles à maintenir, on va investir un budget plus élevé sur quelque chose qui sera plus simple à maintenir, Ouais. histoire que dans 10 ans, on ait moins de problèmes. Classique dev shit. Voilà, exactement. Parmi les trucs que vous faites chez Nog, il y a des environnements virtuels pour de la XR, comme on dit, donc des studios de réalité mixte qui mélangent donc du réel et du virtuel. Et donc, c'est vous qui avez créé ce décor. Et du coup, on a préparé un petit room tour parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop montré Ouais, l'intérieur. parce qu'en fait, t'as modélisé plus que ce qu'on voit Ouais. sur l'émission, quoi. Exactement. C'est Donc beaucoup ça, plus. ça c'est comme dans un jeu vidéo en fait. Hein. C'est littéralement un moteur de jeu. Donc, C'est ça. Donc là, actuellement, la régie est dans le jeu vidéo. En gros, c'est comme un appartement et où il y a plusieurs espaces. Donc il y a l'espace d'Underscore que vous voyez là-bas. Il y a également un espace avec les tournages pour Micode que vous n'avez pas encore vu, mais on aura aussi
un décor virtuel pour ça. Et du coup, on a fait 2 décors. Il y avait le premier spaceship un peu grand, etc. Que finalement, on a rework, que, si j'ai bien compris, qui a été kill avec le temps et qui finalement a été remplacé par celui-là. Exactement. Et le point qui était particulier, c'était d'essayer de penser à autre chose pour qu'il soit dynamique pour plus tard, pour que vous puissiez en gros faire de l'intégration, faire apparaître des effets, faire des interactions avec le chat, etc. Voilà. Il y a hard disk dans la Corée. Alors, il y a hard disk qui nettoie les vitres à gauche, là. Il veut se reconvertir dans le nettoyage de Et vitres. il y a aussi hard disk qui arrive sur une tortue. Ils arrivent tous en même temps, du coup. Ouais. Ça fait plusieurs hard disks simultanés. Et c'est là où on voit la puissance finalement d'Unreal. Ouais, et il y a beaucoup de choses à faire. En plus, je pense que c'est encore une technologie qui est encore peu développée et peu avancée. Et pourquoi nous, on était très intéressés par votre studio, c'est parce que j'ai vu ce que vous aviez fait. Et notamment, vous avez bossé avec des noms assez stylés quand même. C'était assez rigolo. Par exemple, Pepe Garcia. Popcorn. En gros, ça c'était un tournage pour l'ESA, si je dis pas de bêtises, qui était du coup l'agence spatiale européenne. Et donc c'est toi qui as fait le décor. Et c'est moi qui avais fait le décor, exactement. Et du coup, c'était rigolo. Il y avait eu pour la team Vitality, j'avais fait tout un décor avec des géants où ils se réveillent et ils marchent dans la ville jusqu'à Paris pour annoncer leur roster. Trop fort. Voilà. Il y a tellement de cas d'usage, quoi. C'est impressionnant. C'est très, très, très stylé. Si vous aimez avoir les coulisses du développement dans le monde du jeu vidéo, je vous conseille cette vidéo où on avait raconté l'autre projet du créateur de Fortnite, qui est beaucoup moins connu, mais peut avoir en fait beaucoup plus d'impact sur notre société, Unreal Engine. Je vous laisse aller voir.